effectivement, on va faire témoigner l'ensemble de la filière acier. Et j'invite en tout premier lieu, on fera une pause à la fin de toute cette série-là. J'invite en tout premier lieu Maxime Lazare, qui représente A3M, qui va mieux présenter que moi, organisme professionnel. Alors, peut-être, mettez-vous ici, je vais lancer la question. Une quinzaine de minutes. Voilà, contrôle L. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une bonne occasion pour nous de vous rencontrer. Un public qu'on ne rencontre pas tout le temps, que ce soit ici ou les personnes qui sont par visio. Alors, j'étais très intéressé par les deux présentations qui ont été faites. D'abord, vous avez fait la promotion de l'acier, donc évidemment, ça fait toujours plaisir. Ça fait un peu moins de boulot à faire. Puis vous avez donné une vision assez poétique du sujet. Moi, je vais aller sur un sujet qui est peut-être un peu moins, poétique, mais qui est celui qu'on doit aborder aujourd'hui pour A3M, donc la décarbonation de la filière minerais, minéraux, métaux. Alors, vite, je passe de l'acier, je repars sur quelque chose d'autre. Je vais vous dire qui est A3M, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas A3M. Je vais vous parler de la feuille de route du comité stratégique de filière mine-métallurgie. Et puis après, je vais vraiment me concentrer sur les sujets du jour: acier, procédé de fabrication, décarbonation, les conditions de mise en œuvre de cette décarbonation, et puis les perspectives. Pardon, je vais rentrer qui s'empêche de voir. Quelques mots sur A3M. Alors, c'est pas juste pour faire de la pub, et puis je vais pas passer tout en revue, ne vous inquiétez pas. Vision, mission, et puis 4 objectifs de cette fédération. Donc, notre industrie, encore une fois, minerais, minéraux, métaux, considère que c'est la solution responsable et innovante qui va permettre quoi? En fait, d'être au service du socle industriel de la France, parce que je représente les sociétés françaises, plus largement européennes. On est absolument clé dans le cadre de la double transition écologique numérique de l'industrie. Et puis on est un acteur clé de l'autonomie stratégique de l'industrie, la nôtre et celle de nos partenaires. Notre mission, assez traditionnelle pour une fédération, on défend les intérêts des acteurs qu'on représente, soutenir le développement et la compétitivité de nos acteurs, et puis évidemment promouvoir aussi notre industrie. Donc on a 4 objectifs essentiels. Accompagner le développement industriel des entreprises que l'on représente, réussir une décarbonation compétitive, et là les deux mots sont importants: décarboner bien évidemment, on va voir comment, si ça doit être fait de manière compétitive, parce que voilà, il y a des enjeux de concurrence et des enjeux de marché qui font que si on ne peut pas lier les deux, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Développer l'attractivité, j'en ai parlé, et développer aussi nos projets, les projets des adhérents pour assurer l'indépendance stratégique de l'industrie, parce que au-delà de l'acier, on est sur différents métaux. Donc vous l'aurez compris, ou pas, donc c'est pour ça que cette slide, on représente en fait les acteurs qui sont sur l'ensemble du cycle des minerais, minéraux, métaux, donc l'extraction, la production, la transformation, et puis le recyclage. Alors, juste une petite précision, le recyclage, parfois, on considère le recyclage comme la collecte et le tri et la préparation des déchets, ce qui est bien, on a absolument besoin de cette filière-là. Nous, on se présente dans le recyclage, c'est-à-dire, grosso modo, on remet les déchets dans le four et ça fait à nouveau des produits métalliques. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si vous faites que ramasser, entre guillemets, les déchets, vous n'avez pas fait le boulot. Voilà. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, notamment l'acier, mais tous les métaux sont recyclables à l'infini, et c'est ça la beauté de la chose. Alors, vous avez parlé de biodiversité tout à l'heure. Je ne veux pas dire que les métaux font partie de la biodiversité, mais c'est un produit vivant finalement, puisque voilà, il se recycle sans arrêt et revient sur le marché. Et puis voilà, on sert absolument toutes les filières industrielles aval, et le bâtiment est le premier d'entre eux pour l'acier. Plus de 70 raisons sociales, plus de 250 sites industriels, 45 000 ETP, 35 milliards d'euros. Donc c'est un gros morceau. Et vous avez en bleu voilà, la présentation française de la plupart des entités, et on retrouve la banane industrielle typique de ce qui se passe en France pour les régions où nous sommes présents.
j'ai pas voulu lire un à un, mais voilà, tous les sidérurgistes sont représentés chez A3M. Il y a également des fédérations très liées au monde de l'acier, je vois que voilà, certains d'entre eux sont ici. Donc les armaturiers, les laitiers, l'enveloppe métallique du bâtiment, la distribution des métaux, et puis CIPTA qui est sur YouTube. Pas d'interrogation écrite sur qui est où, c'est juste pour vous montrer qu'on fait partie d'un réseau évidemment européen. Et ce qui est intéressant, parce que ça va alimenter la discussion de tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs voies pour fabriquer de l'acier. Je vais me concentrer au fur et à mesure sur l'acier. La voie électrique et la voie fonte. Et donc, vous voyez, est répartie en rouge, c'est la voie fonte, en bleu, la voie électrique, qui est répartie de manière à peu près homogène en Europe, mais avec des capacités de production de nature un peu différentes. Parmi les non ferreux, on représente différents métaux, donc le zinc, le plomb, le cuivre, le nickel, le lithium, et ainsi de suite. À chaque fois j'en oublie un ou deux, donc s'ils ne sont pas dans la salle ou à l'écoute, ils ne m'en voudront pas. Je vais quand même aussi parler des terres rares, donc je veux dire, voilà, on est vraiment présent dans l'ensemble des métaux. Il y en a un que je ne citerai pas, qui est l'aluminium, puisqu'il y a Aluminium France qui représente l'aluminium, ce qui explique pourquoi je n'aborde pas le sujet aujourd'hui. Bon, on arrive dans le vif du sujet, de la feuille de décarbonation. Donc, comme de nombreux comités stratégiques de filière, on a été amené à faire une feuille de décarbonation pour mine et métallurgie. Donc, ce qui inclut l'ensemble des adhérents de 3M, l'aluminium et Forge-Fonderie. Il y a un ensemble d'actions qui, en plus, ont été menées l'an dernier pour les 50 sites les plus émetteurs 50 sites les plus émetteurs de l'industrie française, hein, pas seulement des matériaux qui nous concernent. Et ce que je voulais vous montrer là, dans les deux slides, enfin celle-là et la suivante, c'est vous montrer qu'en fait, selon les produits, selon les process, les voies de la décarbonation ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas one size fits all, c'est, alors je ne vais pas dire non plus c'est de la dentelle, mais voilà, chacun voit les choses en fonction de son process, de ses possibilités, et puis des enjeux essentiels de décarbonation. Notamment sur les métaux non ferreux, et encore une fois, je ne parle pas de l'aluminium là-dedans. D'ordre 1, c'est l'électrification de fours, c'est les réducteurs issus de biomasse, évidemment d'efficacité énergétique, même si ça, on le fait par nature, parce qu'il y a des gains rapides et immédiats. Et puis, capture carbone et utilisation stockage. Sur la voie fonte, on a un de nos acteurs qui a fermé un haut fourneau, qui a mis en place un four électrique et qui a installé des fours électriques à induction à la place de Cubilo. Et maintenant, si j'arrive à la partie sidérurgique véritablement, vous voyez, droite et gauche, alors il n'y a pas de signification. La voie électrique, c'est à peu près un tiers des productions d'acier en France, et puis la voie fonte, qui est à peu près 2/3 des volumes d'acier produits en France. Et là, vous allez voir donc que les outils de la décarbe ne sont pas strictement les mêmes. D'ordre 1, toujours, l'efficacité énergétique, avec par exemple le préchauffage des brûleurs régénératifs ou oxyfuel, de la récupération de chaleur fatale quand c'est possible, éventuellement de la production industrielle quand les outils permettent, et évidemment l'utilisation d'acier usagé de qualité. On peut avoir des changements d'agents réducteurs, évidemment CCUS, et puis sur l'aval, alors aval par rapport à la production d'acier liquide, il faut le comprendre comme ça, l'électrification de certains procédés, donc on parle de quoi? On parle de réchauffage ou de traitement thermique ou d'autres traitements. Sur la voie fonte, là aussi, je dirais que comme la plupart des acteurs industriels, c'est pas forcément propre à la sidérurgie, efficacité énergétique d'ordre 1, intégration croissante d'acier usagé, et puis après, c'est des bascules techniques un peu plus marquées, remplacement d'un fourneau par un DRP, donc une unité de réduction de minerai de fer, combiné à un four électrique, ou bien DRI plus four électrique.
Donc c'est ça les pistes qui sont... DRI, ça veut dire quoi? DRI, c'est réduction directe du minerai de fer. Merci pour la question. Oui, n'hésitez pas. Hein, c'est vrai qu'on est tous dans notre jargon. Et justement, cette réduction de minerais peut se faire par hydrogène vert, dans un monde parfait. Mais ça peut se faire aussi en étapes, et parmi les étapes, on peut commencer par du gaz naturel. Et puis, in fine, pour, je dirais, les derniers points d'émissions carbone qui ne seraient pas accessibles autrement, par de la capture, et là aussi, soit utilisation, soit stockage. Alors, je ne vais pas lire le tableau, ça fait partie de la feuille de route qui avait été éditée en 2022 avec la cible 2030-2050. C'est accessible sur Internet, c'est juste pour vous montrer, voilà, il y avait des références, il y avait des chiffres et les éléments clés que je vous ai évoqués. Alors, si on rentre maintenant dans le détail des procédés, le pourquoi du comment, ce qui justifie ce que je viens de vous dire. Alors, je ne suis pas sûr qu'en bout de salle, vous voyez tout, vous êtes obligé de me faire confiance. Sur la partie gauche, plutôt dans les teintes bleues, un document qui vient de l'ADEME, hein, sur le plan de transition de la sidérurgie qu'ils ont proposé, qui permet juste un peu de valoriser les enjeux en termes de carbone. Donc sur la partie amont, filière au fourneau, vous avez à peu près 85% des émissions. La voie électrique, c'est de l'ordre de 5%, et la partie aval du process, c'est grosso modo 10%. Ça, c'est pour vous dimensionner un peu les enjeux sur la filière sidérurgique en termes d'émissions, et donc derrière de gains. Alors si on regarde les process, ça c'est la partie droite, un peu plus de couleurs. On voit bien que, en fait, sur ce qui est plutôt rouge-jaune, sur les filières fonte, on voit bien que les deux ingrédients essentiels, c'est du minerai de fer et du charbon à coke. L'un permettant d'extraire, en fait, l'oxygène, donc la réduction du minerai, pour pouvoir produire de la fonte, et derrière mélanger avec de la ferraille, à une hauteur variable et avec certaines limites techniques, mais variable selon la qualité des enjeux techniques des produits, par rapport à la filière électrique, où en fait c'est, je peux dire 100%, enfin une écrasante majorité de ferraille qui est mise dans un four avec les électrodes, on fondre ça et on a l'acier liquide. Derrière, vous avez différentes étapes, mais pour faire simple, parce que le temps tourne, vous avez la coulée en lingot ou coulée continue, le laminage et les transformations qui suivent. Donc, vous l'avez compris, c'est des produits, c'est des procédés, et donc c'est des décarbonations. Et si on prend l'échelle européenne, les produits plats, c'est le plus souvent une voie fonte, avec des produits qui très souvent ont un besoin de propreté forte en termes de fer. Et donc derrière, c'est ce que j'expliquais, la voie de décarbonation, c'est l'utilisation de DRI, donc le minerai réduit directement, l'ajout de ferraille et ce que j'ai appelé une vraie révolution industrielle, parce que véritablement on change de principe, c'est plus la même manière de faire de l'acier. Sur les produits longs, en Europe on est essentiellement sur une voie four électrique, et donc c'est essentiellement de la ferraille et puis de l'électrification complémentaire sur la partie aval du process. Et puis quand on est, parce que là je vous ai parlé des aciers carbone, donc relativement peu alliés, quand on est sur des produits plats type inox ou longs alliés ou très alliés ou inox, on est en Europe essentiellement sur une voie électrique, et donc l'importance des ferroalliages qui jouent dans le process de décarbe. Et on va aller donc dans ce process de décarbe sur des ferrailles plutôt inox ou alliés, et les sujets scope 3 qui se dessinent. Les conditions de la mise en œuvre, je commence à rusher un petit peu pour tenir le temps, mais je suis encore dans le temps. Donc,
Donc, on va parler de financement, on va parler d'énergie, on va parler d'hydrogène, on va parler de biomasse. Vous m'avez déjà entendu amener finalement ces sujets en filigrane. Ouais. Financement, bien évidemment, parce que les projets soient colossaux, et quand j'ai parlé de révolution industrielle, c'est ça que j'avais en ligne de mire, mais même sur des évolutions qui, comparativement à cette échelle, pourraient paraître plus modestes, eh bien, sans investissement, sans financement généreux, simple et adapté, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, évidemment, le surcoût de la décarbonation, qui ne peut se comprendre qu'à l'échelle, comme je disais, du carbone évité, pour ça, il faut un marché aval qui est prêt à prendre le surcoût dans ces équations. Il y a un sujet énergie. Il est valable pour tout le monde. Hein. La décarbonation, c'est beaucoup d'électrification. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet du coût de l'électricité est majeur, et on est sur des industries qui ont une concurrence internationale, donc on est obligé de se benchmarker par rapport à des aciers qui viennent de tous les coins du monde. Il se trouve que l'énergie, en Europe, en France, en Europe plus largement, est beaucoup plus chère que ce qu'on trouve chez nos concurrents. Comme c'est une électrification croissante, c'est des sujets de raccordement, de taxes sur l'énergie, de flexibilité énergétique, et donc de disponibilité d'une électricité nucléaire, qui est un mot pour dire bas carbone, et d'électricité verte, donc éolienne, hydrogène, hydraulique, et ainsi de suite. L'hydrogène, j'en ai parlé comme un moyen de réduire le minerai de fer. Vous savez, il peut avoir toutes les couleurs selon la façon dont il est produit. Et c'est une question de priorisation par rapport à d'autres activités qui auraient aussi besoin d'hydrogène. Pareil pour la biomasse. Okay. Donc, derrière les conséquences, sur les ferrailles, c'est aussi un peu un changement de relation justement avec les collecteurs, trieurs, préparateurs. Certains acteurs de la sidérurgie ont souhaité avoir une partie de cette activité dans leur portefeuille de leur activité. C'est l'intégration verticale dont je viens de parler. Le fait que, évidemment, la décarbonation se faisant à l'échelle française ou européenne va réclamer davantage de ferraille, donc il va y avoir des besoins nouveaux en termes de qualité et de volume. DRI, c'est un sujet de concurrence extra-européenne en termes de production, en termes de coût de fabrication de ce DRI, et évidemment avec des choix make or buy. Et donc les deux en fait sont nécessaires. La ferraille, on a toujours eu besoin, mais voilà, sur la voie électrique, et donc il faut toujours continuer à l'alimenter. Il faudra alimenter d'autres outils. Et la DRI, comme on l'a vu, est essentielle à la révolution sur les hauts fonds. Et je pense que c'est la dernière slide. Ça me répète. Alors on est vraiment à un moment critique. On est à un moment critique au niveau de la sidérurgie, et j'ai divisé en deux, la sécurité au niveau européen et la sécurité mondiale. Au niveau européen, il y a une certitude qu'on a, c'est que ça va coûter, hein, avec la fin des quotas ETS gratuits et puis les investissements majeurs en termes de décarbone. C'est l'incertitude au niveau du MACF. Est-ce qu'il sera totalement étanche ou est-ce qu'il sera poreux? Est-ce qu'on arrive à intégrer les chaînes aval? Est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? J'essaie de gratter des secondes, mais à chaque fois je suis ramené. Mais merci pour la question. Est-ce qu'on sera capable de véritablement contrôler les déclarations qui sont faites? On fait face à une concurrence déloyale de la part d'un certain nombre d'acteurs, et donc des importations massives en Europe et en France de produits voilà, dumpés. Et puis on a parlé de l'énergie, de l'infrastructure. Et sur la partie droite, alors vous avez tous écouté les news hier, enfin vous écoutez depuis plusieurs jours. On est dans un monde qui bouge pas mal. Le sujet de la Chine et ses sous-traitants, c'est-à-dire en fait de produits sortant de Chine qui sont transformés dans les pays limitrophes et qui arrivent sur le marché européen. L'Europe qui peut avoir ses forces et ses faiblesses, qui essaye et qui réalise en fait aujourd'hui voilà, qu'il faut faire quelque chose pour la sidérurgie.
Et puis la plaque nord-africaine sur laquelle il y a énormément de nouvelles capacités de fabrication d'acier DR qui sont en train de se mettre en place, qui sont une nouveauté dans l'équation du sujet. Ben ça, j'en reviendrai peut-être plus tard parce que sinon, Ok, bah merci beaucoup. Merci.